Comment ça va, vous? Aujourd'hui, on va parler de course à pied, de triathlon et en fait d'endurance de manière générale. Alors, je vais parler de mon cas et je pense que ça va s'appliquer à beaucoup d'entre vous si vous êtes débutant, toujours. Et peut-être même que vous allez vous reconnaître si vous êtes plus avancé et si un jour vous avez été débutant. Ouais. Bon, bref. Au tout début, lorsque j'ai commencé la course à pied, ce que je faisais, c'est que j'avais un parcours en tête, pas loin de chez moi, il devait faire entre 7 et 8 km. Je faisais toujours ce même parcours, toujours dans le même sens, et j'essayais à chaque fois de battre mon temps de quelques secondes. Donc, si j'arrivais à faire mes 7-8 km un peu plus rapidement que la fois précédente, je progressais. Du coup, quand j'ai commencé à m'entraîner pour mon premier marathon, qui était le marathon de Paris de 2023, j'ai réalisé que c'était pas du tout la bonne approche en fait. C'est pas du tout ce qu'il faut faire. Mais en fait, j'ai découvert le 80-20. Alors vous avez peut-être entendu parler du 80-20 directement, peut-être de la méthode MAF ou Maffetone. En fait, beaucoup de méthodes s'inspirent de ce principe général qui est de courir la très grande majorité du temps à basse intensité et régulièrement quand même à haute intensité. Donc en fait, 80% de vos séances doivent être à une allure très faible et 20% à une allure très élevée, on va dire. Et donc quand je parle de 80% ou de 20%, je ne suis pas en train de parler de volume horaire ou de volume kilométrique, mais bien de volume de séance. Par exemple, si vous vous entraînez 5 fois par semaine, vous aurez une séance à haute intensité et 4 séances à basse intensité. Maintenant, vous allez me dire, c'est bien beau de courir à basse intensité, mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, vous devez courir dans votre zone 2. Il y a plusieurs manières de savoir si vous êtes en zone 2 ou non, si l'intensité est assez basse ou non. On va commencer par les méthodes les plus précises, on va dire, et ensuite on va avoir quelques astuces pour ceux d'entre vous qui n'ont pas le matériel requis, on va dire. La première méthode, la plus précise, va être basée sur votre rythme cardiaque. Les zones, ce sont des zones d'intensité cardiaque. Vous avez 5 zones cardiaques. Elles s'étendent de votre fréquence cardiaque au repos, quand vous êtes allongé sur le plumard et que vous ne faites rien, et votre intensité cardiaque maximale, celle que l'on peut atteindre pendant des fractionnés très très courts par exemple, où vous êtes vraiment à fond. Cette zone se divise donc en 5. La première zone qui s'étend de votre fréquence cardiaque au repos à 60% de votre fréquence cardiaque maximale, c'est la zone 1, donc, et c'est une zone où l'intensité est très très légère, vraiment c'est très facile. La zone 2, on est dans la zone qui nous intéresse, qui s'étend de 60 à 70% de votre fréquence cardiaque maximale. C'est une zone dans laquelle on est en aérobie. Pareil, l'effort est très léger et en fait, votre corps puise son énergie essentiellement dans les graisses. Ensuite, la zone 3, de 70 à 80% de votre fréquence cardiaque maximale. Alors là, on est toujours dans une zone qui est relativement facile. On est en aérobie haute. Le corps commence à aller taper dans les glucides puisqu'il ne trouve plus d'énergie suffisante à l'instant T dans les lipides. La zone 4, de 80 à 90% de votre fréquence cardiaque maximale, là on est en anaérobie, ça veut dire que votre apport en oxygène est insuffisant et globalement ça va être des allures que vous ne pouvez pas tenir sur la longue durée. Et la zone 5, de 90% à 100% de votre fréquence cardiaque maximale, là, c'est une intensité qui est très très haute et ça va être l'intensité que vous aurez sur des fractionnés très courts, par exemple. Maintenant, comment on détermine nos zones, précisément? Alors, il y a plusieurs manières. On peut passer par une formule qui va nous donner notre fréquence cardiaque maximale théorique. C'est pas très précis et en fait, ça veut juste prendre en compte votre âge. Donc c'est pas dingue. La meilleure méthode reste encore de mesurer directement vos zones et donc pour cela, vous allez avoir besoin d'un cardiofréquencemètre. Donc vous avez peut-être une montre GPS qui est directement équipée de capteurs pouvant mesurer votre fréquence cardiaque. Moi, je ne recommande pas trop l'utilisation de ces capteurs. Déjà, ça varie beaucoup d'une montre à l'autre. Et c'est surtout pas extrêmement précis puisque la mesure se fait au poignet. Et si comme moi, vous avez des poignets fins, ça peut vite vous afficher n'importe quoi. Non, moi ce que je vous recommande, c'est d'utiliser en fait une ceinture cardiaque. Là, la mesure sera prise directement au niveau du cœur. Alors, j'en avais une Polar pendant toute ma préparation pour le marathon de Paris. C'était très bien. Là, je suis passé sur Garmin puisque j'en voulais une étanche
pour le triathlon. À savoir, chose importante pour le triathlon, que je ne savais pas, ces moniteurs cardiaques-là sont connectés à votre montre ou directement à votre téléphone par Bluetooth. Et le Bluetooth ne fonctionne pas dans l'eau. Donc vous ne pouvez pas avoir les données de votre moniteur cardiaque directement sur votre montre pendant que vous nagez. Alors Garmin a un système où si vous avez une montre Garmin et un moniteur cardiaque Garmin, une fois que l'activité est terminée, ils font une synchro des données et vous pouvez avoir un récap de votre activité avec les bonnes valeurs de votre ceinture. Mais il faut avoir le combo montre et ceinture Garmin et vous ne pouvez pas avoir une fréquence cardiaque précise en nageant à l'instant T. Alors, moi, ce que je vous conseille maintenant que vous êtes équipé, c'est que vous allez vous rendre sur une piste d'athlétisme et vous allez courir entre 25 et 30 minutes à fond. Le but, c'est d'essayer d'être constant sur 5 minutes et au bout de 5 minutes, vous faites un petit point. Bon, est-ce que je peux accélérer ou est-ce que je suis parti un peu trop vite et je dois décélérer un petit peu ? Vous faites les 5 minutes suivantes comme ça et ainsi de suite. Donc c'est important d'avoir une allure qui ne varie pas trop. La difficulté est donc de devoir quand même terminer ce test en étant cramé parce que il faut vraiment avoir une intensité très haute. Vous rentrez chez vous et en fait vous exportez les données de votre montre ou de votre capteur cardiaque sur votre ordinateur. Vous allez calculer votre fréquence cardiaque moyenne sur les 20 dernières minutes de votre test. Et avec cette moyenne, vous pouvez appliquer le tableau que je vais mettre quelque part là, et vous pouvez donc déterminer vos zones d'intensité cardiaque. Là, vous savez donc quelles sont vos zones précises en fonction de votre physiologie, de votre âge et tout le tintouin. Alors pour ceux qui n'ont pas encore l'équipement ou qui n'ont pas le budget à mettre dans cet équipement, parce que ça coûte vite cher quand même, on dit qu'en zone 2, on doit être capable de parler de manière confortable. C'est-à-dire avoir des phrases quand même assez longues et construites sans être essoufflé. Donc un bon moyen, c'est d'aller courir avec quelqu'un et de discuter. Et normalement, si vous arrivez à discuter, vous êtes dans la bonne zone. Vous êtes vraiment chill en zone 2. Si vous courez tout seul, parlez tout seul, vous aurez l'air d'un con, mais au moins vous serez un con en zone 2. Sinon, l'autre méthode, c'est celle que conseille Mathieu Blanchard, c'est de respirer uniquement par le nez. Mais ça, je pense, ça dépend un peu de votre morphologie nasale. Donc, testez. Si vous pouvez courir bouche fermée, faites-le. Maintenant, pour revenir un peu à la méthode, le 80-20, est-ce que ça s'adapte à tout le monde ? Est-ce que je la conseillerais, moi, à tout le monde ? Pas sûr. Parce que si 80% de vos séances sont faciles, donc en fait 4 séances sur 5, si vous entraînez que 2 fois par semaine, vous n'allez pas faire une séance à haute intensité toutes les 2 semaines et demie. Pas possible, c'est trop espacé. Pour moi, il faut en garder au moins une par semaine. Ce que je vous conseille, c'est si vous vous entraînez quand même très régulièrement dans la semaine, 4, 5, 6, 7 fois ou même plus, et là, oui, appliquez cette règle des 80-20, essayez de garder 80% de votre volume en aérobie et le reste en très haute intensité. Après, vous pouvez faire des tests régulièrement de VMA ou autres en fonction de vos objectifs toutes les 6-8 semaines pour essayer un peu d'évaluer votre progression. Parce qu'au début, ça va être très frustrant de courir en zone 2 parce que vous aurez vraiment l'impression de rien faire. Vous serez tout le temps en train de vous dire « mais je pourrais appuyer plus, courir un peu plus vite », mais c'est contre-productif. Le gros avantage de cette méthode, c'est que, étant donné que la très grande majorité de votre volume est à basse intensité, vous avez très peu de stress sur vos muscles, très peu de fatigue associée et vous pouvez encaisser un bien plus gros volume que si vous étiez tout le temps en zone 3-4. Donc c'est très intéressant parce que le volume c'est extrêmement important pour progresser et ça va moins impacter votre récupération et ainsi de suite. Bon voilà, je pense que c'est tout. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis actuellement en train de m'entraîner pour mon premier triathlon qui sera l'Ironman 70.3 des Sables d'Olonne qui aura lieu le 30 juin 2024. Donc si vous voulez me suivre dans cette aventure, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions sur la méthode d'entraînement 80-20 ou sur mon plan d'entraînement à moi, posez votre question en commentaire, je serai ravi d'y répondre. Et on se voit dans la prochaine vidéo. À plus.